Voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 16 du fascicule de télé, c'est-à-dire que nous allons concevoir un amplificateur audio de puissance, ce qui veut dire un amplificateur audio destiné à alimenter un haut-parleur et à fournir un certain nombre de watts à ce haut-parleur. Voilà. Alors le schéma qui est proposé est le suivant. Je vous refais le schéma. Alors la base, c'est exosphète. Voilà, ampli audio. Et le circuit qui est proposé. Donc la base, ça va être un amplificateur opérationnel, comme ça. Monté en ampli non inverseur. Donc, non inverseur, on met un pont diviseur, comme ça. Qui renvoie donc la tension de sortie VS, qui est ici, à travers un pont diviseur, sur l'entrée moins. Voilà, la tension de sortie va être appliquée donc au haut-parleur. On représente comme ça. Alors ici, il va y avoir quelque chose de particulier, un condensateur C2 que je vous mets ici, et puis on aura le 0 volt, c'est-à-dire la masse électrique. L'ampiote va être alimenté en plus ou moins 18 volts. Ça sera pour le moment l'ampiote que vous utilisez en TP, c'est-à-dire un TL081. Et puis en entrée, au lieu de rentrer directement, eh bien, on va avoir un condensateur de liaison et une résistance qui renvoie au 0 volt, comme ça. Voilà. Et l'entrée ensuite va sur l'entrée plus, le signal d'entrée. Donc la tension d'entrée ici on l'appelle VE. Alors, ce condensateur ça sera C1, la résistance ici c'est R3 parce que en fait les deux ici s'appellent R1 et celle-ci R2. R2 sa valeur est donnée, elle fera 10 kΩ. Voilà, elle est bien posée puisque bon, je choisis une. Voilà le circuit proposé. Ensuite, il y a tout un cahier des charges qui va, puisqu'on va faire avec ce circuit, puisqu'on va faire une conception. Et donc, le cahier des charges, eh bien, c'est qu'on veut un gain en tension de 50. C'est-à-dire le rapport VS sur VE doit être égal à 50. Ou plutôt, VS doit être égal à VE multiplié par 50. Donc, on veut le gain en tension que je mets à V qui vaut 50. Ensuite, on veut que la bande passante de cet ampli comporte tous les sons audibles, c'est-à-dire une 20 Hz à 20 000 Hz. Voilà. Donc en fait, la bande passante, on fait ça, de 20 Hz. 20 Hz, c'est les sons les plus graves à 20 000 Hz. Ça, c'est les sons les plus aigus. Donc 20 Hz, c'est 20 périodes par seconde, et ça, c'est 20 000 périodes par seconde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le cahier des charges? On veut que la résistance d'entrée, on va appeler R1, soit de 100 kΩ. Voilà. Donc, résistance d'entrée relativement élevée pour que les courants d'entrée soient petits et les puissances en jeu mises en jeu à l'entrée soient extrêmement faibles. Ensuite, on veut que le haut-parleur qu'on va brancher ici puisse avoir une impédance ou une résistance, on va dire, égale à 8 ohms. Voilà. Ensuite, on veut une puissance de sortie, on va appeler ça la out. Ça, on ne sait pas encore le déterminer, mais généralement, c'est un critère important quand on achète un amplificateur, c'est de savoir quelle puissance il peut fournir au haut-parleur. En général, le prix est directement proportionnel à cette puissance. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui s'appelle la tension d'offset en sortie. Tension d'offset. D'offset en sortie, inférieure à 50 mV. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne mets pas de son à l'entrée, c'est-à-dire pas de signal à l'entrée de mon ampli, eh bien, je veux que la tension résiduelle qu'il pourrait y avoir en bande du haut-parleur soit inférieure à 50 mV en valeur absolue. Voilà. Alors, normalement, si tout est parfait, quand on met 0 à l'entrée, on a 0 en sortie, mais on verra dans l'exercice que, en fait, c'est pas le cas, que l'amplificateur opérationnel, notamment, a des défauts, et que si on met 0 V à l'entrée, eh bien, on n'aura pas 0 V tout à fait à la sortie. Mais il faut que la tension de sortie, cette tension de sortie qui n'est pas égale à 0, soit très proche de 0, donc inférieure à 50 mV. Sinon, ça pose des problèmes au haut-parleur. Voilà. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Allez, on va commencer les questions de cet exercice. Donc la première question, ah ben si c'est marqué, oui, mais j'expliquerai pourquoi plus tard. Voilà. Allez. Alors, petit a. Alors dans le petit a, on explique pas mal de choses. Dans l'exercice, il y a plusieurs choses. Déjà, sauf avis contraire, l'amplificateur opérationnel sera considéré comme idéal. Et ensuite, C2 sera dans un premier temps remplacé par un fil.
Alors ce condensateur, normalement, quand on fait un ampli inverseur, on n'en a pas besoin, on met simplement un fil comme ça. Pour le moment, je l'efface et je le remplace par un fil comme ça. Mais on verra qu'il a son utilité plus tard. Voilà. Et puis ensuite, quand on est dans la bande passante, eh bien, on va supposer que les fréquences des signaux, hein, qui sont supérieures à 1 Hz, eh bien, sont suffisamment élevées pour que C1 puisse être considéré comme un fil. Hein, puisqu'on a vu que au fur et à mesure que la fréquence monte, l'impédance d'un condensateur diminue. Donc dans un premier temps, on va remplacer C1 par un fil. Et là, on reconnaît l'ampli non inverseur classique avec simplement une résistance R3 qui est rajoutée sur l'entrée. Et justement, on va commencer par ça, puisque une fois qu'on a fait ça, on dit choisir R3 pour que la résistance d'entrée soit conforme au cahier des charges. Voilà. Donc il faut se poser la question de savoir ce que vaut la résistance d'entrée de ce circuit. Et la résistance d'entrée, eh c'est la tension d'entrée divisée par le courant qu'on met, qui va rentrer dans l'ampli. Alors VE c'est ça, et IE c'est ça. Voilà, donc c'est VE sur IE. Et il y a une chose très simple à faire, c'est de savoir se souvenir que le courant d'entrée ici il est nul ou négligeable, on va considérer qu'il est nul. Et du coup, on voit que le IE et le I3, c'est la même chose, hein, puisque si on fait une loi des nœuds, comme il y a zéro courant qui part ici, bien en fait IE est égal à I3. Donc en fait dans l'équation qui est ici, je peux remplacer VE sur I3. Et VE sur I3, ce n'est rien d'autre que la tension de bande de R3 divisée par le courant dans R3, c'est rien d'autre que R3. Voilà. Donc de ça on en déduit que R3 sera égal à la résistance d'entrée qu'on souhaite au cahier des charges, c'est-à-dire à 100 kg. Donc ça y est, ça nous permet d'obtenir la valeur de cette résistance qui fera 100 kg. Petit b, allez, on va démarrer un nouveau tableau, tant pis. Il faut déterminer, le gain du circuit, c'est-à-dire AV, en fonction de R1 et R2. Alors, moi je ne vais pas refaire le calcul, on l'a déjà fait 50 fois. C'est un ampli non inverseur. Hein, et le gain de cet ampli non inverseur, en fait, c'est l'inverse du gain du pont diviseur ici qui est à partir de VS, qui produit la tension sur l'entrée moins, V au moins. Donc l'inverse du gain du pont diviseur, c'est pas. Le pont diviseur c'est R2 sur R1 plus R2. Donc là ça fait R1 plus R2 sur R2. On peut aussi écrire 1 plus R1 sur R2. Voilà. Et bien ce gain, on veut qu'il soit égal à 50. C'est ce qui est marqué au cahier des charges. Et donc on va en déduire que R1 sur R2 doit être égal à 50 moins 1, ça fait 49. On fait que R2 doit être égal à 49 fois R1. R1 qui fait 10 kΩ, donc je fais 49 fois les 10 kΩ de R1, et j'obtiens donc 490 kΩ pour R2. Donc cette résistance-là doit faire 490 kΩ. Et comme ça, on aura bien un gain de 50. Petit c. Alors, quelle est la nature du fil composé de C1 et R3? Alors, on parle de C1, donc on va remettre C1 cette fois. Voilà, et le filtre composé de C1 et R3, il est comme ça. Avec la tension d'entrée du filtre. Et puis ici, la tension de sortie du filtre que je vais appeler VE+. Puisque c'est l'entrée qui va sur la tête plus. Alors, soit on se souvient du cours d'électricité et on sait que ça, c'est un filtre passe haut, c'est-à-dire qui transmet les hautes fréquences et qui bloque les basses fréquences, ou les fréquences inférieures à la fréquence de coupure, qui les bloque, qui les atténue, pour être plus précis. Voilà. Une autre façon de s'en persuader, c'est de se souvenir que le condensateur, pour les hautes fréquences, ça va être équivalent à un fil. Donc on va avoir une liaison directe de VE sur VE+. Et donc on aura VE+ égale VE pour les hautes fréquences. Et puis pour les basses fréquences, ou la composante continue, eh bien, le condensateur sera équivalent à un interrupteur ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liaison électrique entre là, et donc VE+ sera égal à 0, puisque ce sera la tension aux bornes d'une résistance isolée, c'est-à-dire aux bornes d'une résistance dans laquelle il n'y a pas de courant. On a déjà vu tout ça dans le cours sur le filtrage en électricité.
Hein. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que ce filtre-là, eh bien, il est caractérisé par une fréquence de coupure, hein, qui est la frontière entre les fréquences des signaux qui vont être transmis et les fréquences des signaux qui seront atténués. Et cette fréquence de coupure qui va être... Alors ça va être la fréquence de coupure basse de notre ampli, puisque ce filtre-là donc atténue les basses fréquences, hein, voilà, et transmet les hautes fréquences. Et en fait, la formule qui correspond, c'est F égale 1 sur 2 pi-tau. Voilà. Enfin, FCB, la fréquence de coupure. Et ça va être 1 sur 2 pi, donc R3 fois C1. La constante de temps de ce circuit, c'est le produit RC. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on n'a plus qu'à retourner cette formule, puisqu'en fait, on connaît la valeur de R3. On sait ce qu'on veut pour la fréquence de coupure basse. La fréquence de coupure basse, c'est le 20 Hz. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à retourner et sortir la valeur de C1. Alors, ce que j'ai pour effacer ici. Alors, on va effacer ça. Ça, c'est bon, on a déjà exploité. Les 50 mV, bon, je vais vérifier quand on en aura besoin. Donc, de ça, on écrit C1 égale 1. Donc, en retournant la formule, ça fait 1 sur 2 pi R3 FCB. Ensuite, on fait le calcul, ça nous donne 1 sur 2 pi R3, on a dit que c'était 100 000 ohms. Et FCB, on veut une fréquence de coupure de 20 Hz. Alors, moi, je fais le calcul et j'obtiens C1 égale 79 nanofarad. Alors, ça, on peut le garder comme ça. En fait, ce n'est pas une valeur normalisée de condensateur, donc on ne trouvera pas. Soit on prend plus grand, soit on prend plus petit. Si on prend plus grand, la fréquence de coupure sera inférieure à 20 Hz. Le condensateur sera plus gros, il transmettra mieux les signaux. Voilà, ça va tomber, je ne sais pas, à 18 ou 19 Hz. Si on prend la valeur normalisée en dessous, hein, les valeurs normalisées, donc au-dessus, là, on peut prendre 100 nanofarad. Voilà. Et ça fera FCB inférieur à 20 Hz. Si on prend 68 nanofarad, qui est la valeur normalisée en dessous, eh bien FCB sera un peu supérieur à 20 Hz. Alors, si on veut respecter scrupuleusement le cahier des charges, il faut prendre 100 nanofarad. Moi, en pratique, je prendrais plutôt 68 nanofarad parce qu'en fait, le 20 Hz, c'est un son tellement grave que finalement, on n'entend pas beaucoup. Et puis, les haut-parleurs ont beaucoup de mal à restituer ces sons-là. En fait, ça gêne plus les haut-parleurs, ça les fait vibrer énormément pour rien. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant en fait. Parce qu'en fait, ils se déplacent beaucoup et ça les fait chauffer. Et puis, ça les fait buter dans leur. Ils se déplacent tellement qu'ils vont taper dans leur butée mécanique. Voilà, si on peut dire, enfin, leur excursion maximale pour rien. Donc souvent c'est pas mal de remonter un peu et de limiter les fréquences qui rentrent dans l'ampli à une fréquence de coupure basse plutôt à 30 Hz que 20 Hz. Enfin bon, le cahier des charges c'est 20 Hz normalement. On va faire ça. Voilà. Et bien voilà, on a C1. Alors petite que vaut, première question, que vaut la valeur typique du produit gain bande passante du TL081? Donc là, il faudra aller voir dans la doc de cette ampli. Pour le moment, je ne vais pas le faire, parce que sinon il faudra couper la vidéo, etc. Peut-être je ferai une coupure, on verra. Donc quand on va sur la doc, on lit que le produit gain bande passante, qui est marqué comme ça, GBP dans la doc, il est à 4 MHz. Et ça, on a démontré que c'était égal, en fait, à la fréquence de coupure haute de l'amplificateur, qui multiplie son gain en tension. Voilà. Et donc de tout ça, on peut en déduire la fréquence de coupure haute de l'ampli qu'on est en train de faire, qui sera donc de 4 MHz, divisé par 50, le gain de 50. Voilà. Donc si je fais les 4 divisé par 50, ça fait 0,08 MHz. Ou alors, ou encore, donc ça fait 80 kHz. Donc ça, c'est très supérieur aux 20 kHz du cahier des charges, puisque au cahier des charges, on veut amplifier les sons jusqu'à 20 000 Hz. Voilà. Et bien on obtient un ampli qui va pouvoir aller même 4 fois au-dessus. Donc il va amplifier correctement les sons aigus. Donc c'est conforme à ce qu'on souhaite au cahier des charges. En fait, qui peut amplifier le 80 kHz peut amplifier le 20 kHz. Non, pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas OK. On va mettre ici OK.
supérieur à 20 kW. Donc aucun problème, cet ampli est suffisamment rapide pour amplifier avec un gain de 50 des signaux qui vont jusqu'à 20 kW. Allez, question F maintenant. Alors on va parler cette fois de tension d'offset. Donc c'est un truc un peu nouveau. Question F. VS0. Et on vous dit que VS0, c'est la tension d'offset de l'amplificateur. Donc VS0, c'est égal à VS lorsque VE est égal à 0. C'est ce que je vous ai expliqué au tout début. C'est qu'on ne met rien à l'entrée, c'est-à-dire en fait on fait un court-circuit sur l'entrée, on a un fil, et la tension de sortie ici ne sera pas forcément nulle, elle sera égale à une tension qu'on va appeler VS0, voilà. Donc qui va être la tension de sortir d'offset en sortie. Allez, égale VS lorsque VE égale 0. Voilà, et on va calculer cette tension VS0. Alors, si l'ampli-up est idéal, si AO idéal, alors il n'y a pas de souci, hein, on aura VS égale 50 fois VE, et si VE vaut 0, il y a 50 fois 0, donc le tout ça fera 0. Voilà. Puisque VE est égal à 0. Okay. Mais un amplificateur n'est pas idéal, et il va avoir ce qu'on appelle une tension d'offset en entrée. Voilà. Et donc, eh bien, cette tension d'offset en entrée, on va appeler VIO. Eh bien, si on va dans la... voilà. Si on va dans la doc du TL081, on verra que c'est de l'ordre de 10 mV. Ça peut être plus ou moins 10 mV. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 10 mV. Oui, c'est pas grand-chose. Bon. Déjà, mais on va voir que ça va poser des problèmes. Mais pour bien comprendre ça, il faut savoir la signification de ce VIO. Alors je vais vous le décrire. Vous vous souvenez que quand l'ampli-up, en modélise l'ampli-up, on écrit que dVs sur dt, eh bien c'est égal à K, qui est un nombre très grand, qui multiplie l'écart entre V plus et VE. Donc ça c'est l'ampli-up comme ça, comme je vous l'ai décrit au début du cours. Voilà. Et bien en fait, voilà, et c'est ce truc d'ailleurs qui garantissait qu'à l'équilibre, c'est-à-dire quand VS est constant, ça vaut 0, et donc avec la rétroaction, eh bien, on obtient forcément que VE- est égal à VE+. Voilà. C'est ce qui permet d'obtenir la formule du gain. Et bien en fait, il y a toujours des petits défauts dans les ampli-up qui fait que ce VS constant ou dV sur dt égale à 0, on ne l'obtient pas exactement pour V+ égale V-, mais pour V+ égale V-, plus ou moins la fameuse tension d'offset. On va mettre plutôt plus VIO, sachant que VIO c'est plus ou moins 10 mV, elle peut être positif ou négatif. Ok. Et donc qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change que votre ampli-up à l'équilibre, au lieu d'obtenir VE- égale VE+, à l'équilibre, eh bien VE+, VE- devient égal non plus à VE+, mais à VE+, plus ou moins, on va regarder plus ou moins, la tension de ça. Alors qu'est-ce que ça va changer tout ça? Alors VE-, il est ici, c'est VS passé dans le pont diviseur. Donc je remplace le VE- qui est ici par VS passé dans le pont diviseur. Donc ça fait VS que multiplie R2 sur R1 plus R2 égale. Alors le VE+, plus ou moins le VIO. Et nous en fait on cherche le VS0. Le VS0 c'est l'ordre de S lorsque VE vaut 0. Donc si VE vaut 0, c'est-à-dire qu'on met 0 ici à l'entrée du filtre Pasco. Voilà. Et donc en sortie on obtiendra aussi 0 cette fois. Donc le VE+, dans notre calcul, il vaut 0. Et ça, je rappelle, ça c'est le VE-.
Donc en fait, ça devient ce truc-là, VS0, que multiplie R2 sur R1 plus R2 égale plus ou moins VIO. Entraîne VS0 égale plus ou moins R1 plus R2 sur R2 que multiplie VIO. Tension d'offset en entrée. I c'est pour input en fait. Je ne l'ai pas dit. Tension d'offset en entrée. Et ça c'est quoi? Ben, ça c'est, ce truc-là c'est AV. Donc VS0 en fait, I sera égal à plus ou moins 50, 50 pour les 10 mV. Ça nous fait donc, il va se balader quelque part entre plus ou moins 0,5 volts, puisque 50 mV fois 10 mV fois 50, ça fait 500 mV. 500 mV, c'est-à-dire 0,5 volts. Voilà. Et nous, on voulait que ça soit, cette chose-là soit inférieure à 50 mV, donc là, c'est 10 fois trop élevé. Non, ok. Car 10 fois supérieur. Voilà, à 50 mV, ou plus ou moins 50 mV, qui était exigé dans le cahier des charges. Okay. Alors pourquoi c'est, je vais revenir un peu là-dessus, pourquoi c'est pas bon cette chose-là d'avoir 0,5 volts en permanence sur le haut-parleur, même en l'absence de son. Bien, le haut-parleur, enfin, c'est une membrane en carton souvent qui bouge comme ça, et enfin qui a une position au repos. Puis si on met une tension au bande du haut-parleur, elle se déplace vers l'avant par exemple, ou si on met la tension inverse, elle se déplace vers l'arrière. Et si on met 0,5 volts en permanence sur le haut-parleur, la membrane, au lieu d'être dans sa position de repos habituelle, eh bien, elle est complètement déplacée vers l'avant. Et si ensuite on fait varier cette tension, eh bien, la membrane déjà a du mal à aller plus en avant, donc elle ne va pas pouvoir vibrer correctement, parce que de toute façon sa position de repos n'est pas centrée. Et elle va avoir du mal à aller plus en avant, et par contre elle pourra aller beaucoup en arrière, mais pour passer des signaux alternatifs, des vibrations, eh bien les vibrations vers l'avant vont être mal retranscrites. Et en plus, la catastrophe supplémentaire, c'est que ces 0,5 volts qu'on a en permanence sur le haut-parleur, ça fait un courant permanent dans la bobine du haut-parleur, ça fait chauffer la bobine du haut-parleur pour rien du tout. Parce que quand la membrane est avancée et qu'elle ne bouge pas, elle n'émet aucun son. Donc c'est doublement catastrophique. Déjà, ça fait chauffer le haut-parleur pour rien, ce qui fait qu'on ne pourra plus ensuite l'envoyer sa pleine puissance pour faire des sons, puisqu'il y a déjà une partie de l'échauffement de la bobine qui sera consacrée pour faire passer ce courant continu qui ne produit aucun son. Et en plus, quand on va faire passer du son, eh bien, la membrane du haut-parleur étant décalée par rapport à sa position de repos, eh bien, elle ne pourra plus vibrer correctement. Donc c'est une vraie catastrophe d'avoir de la composante continue ou un offset, un gros offset en sortie d'amplificateur. Donc c'est pour ça on s'arrange pour que cet offset soit faible et soit de l'ordre de quelques dizaines de millivolts, même souvent inférieur à 10 millivolts. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour résoudre ce problème? Voilà. Et bien en fait on voit que l'offset en sortie, c'est quoi? C'est l'offset en entrée multiplié par le gain d'ampli, qui vaut 50. Et c'est ça qui fait que la tension d'offset en sortie devient trop élevée. Et bien pour lutter contre ça, on va s'arranger pour que notre ampli ait un gain beaucoup plus petit pour les tensions constantes qui correspondent aux tensions d'offset, c'est-à-dire les tensions continues. Voilà. Et pour ça, c'est là qu'on va remettre ces deux. Parce que, en fait, ce qui fait le gain important de l'ampli, c'est le fait que R2 soit connecté ici au 0 volt. Mais si je déconnecte R2 du 0 volt, d'accord, alors c'est comme si R2 était infini. Voilà. Et si R2 tend vers l'infini, eh bien le gain que j'ai écrit ici, on le verra tout à l'heure, R1 devient négligeable, c'est R2 sur R2, il devient égal à 1 seulement. Et voilà, et donc si on a un gain qui est seulement égal à 1, ben ici, finalement, la tension d'offset en entrée sera amplifiée seulement d'un facteur 1, ce qui fait que le VS0 sera seulement de 10 mV. On va dire ça un peu pareil. Donc en fait, ce qui va nous sauver, c'est de remettre ce fameux condensateur C2 là. Donc le but de C2, c'est de se comporter comme un interrupteur ouvert pour le courant continu, ou les tensions constantes. Voilà, ce qui fait que le gain de l'ampli sera seulement de 1 pour ces tensions-là. Et par contre, on va le choisir pour les signaux qui sont à 20 Hz et au-delà, eh bien, il se comporte comme un fil, de manière à ce qu'on retrouve le circuit qu'on avait avant quand on avait remplacé C2 par un fil. Voilà. Puisque quand on va monter la fréquence, l'impédance de C2 va diminuer. Voilà, on écrira qu'il faut qu'elle devienne négligeable par rapport à l'impédance de R2.
Alors on va écrire ça, donc on met C2, et qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus? Parce qu'il y a des questions, si on a des questions. Alors, petit g, que devient VS0 si on réintègre C2? Ok. Alors comment je vais écrire ça? Si C2 réintégré. Alors, C2 équivalent à un interrupteur ouvert pour le continu. Alors le continu, il faut comprendre, pour les tensions constantes en fait. J'enlève 7. Voilà. Et donc dans ce cas-là, voilà, le continu c'est F, c'est lorsque la fréquence tend vers 0 en fait. Voilà. R2 du coup se retrouve déconnecté du 0 volt. Dans ce cas-là, le AB qui valait 1 plus R1 sur R2 eh bien, devient 1 plus R1 sur plus l'infini, puisque R2 déconnecté, ça veut dire qu'on l'a remplacé par une résistance infinie, voilà, ce qui est plutôt voilà, ce qui correspond à l'impédance du condensateur aussi qui vaut l'infini. Hein. Et donc le gain vaut seulement 1. Et donc dans ce cas-là, le VS0 sera égal à toujours AV fois plus ou moins V fois la tension d'offset en entrée. Mais lui, il vaut 1. Le VIO, c'est 10 mV. Donc ça fait seulement plus ou moins 10 mV. Voilà, et cette fois, c'est OK. Car offset VS0 en valeur absolue sera bien inférieur aux 50 mV du cahier des charges. Voilà, donc ça va introduire ces deux, ça va régler le problème d'offset. Maintenant, il y a juste à calculer la valeur de ces deux pour retrouver le gain de 50 lorsque on a les sons de la bande audio, c'est-à-dire qui vont de 20 Hz à 20 Hz. Alors ça, on va le dire très simplement. On veut que pour ces fréquences-là, alors c'est valeur de ces deux. Là, je crois que c'est la question G, ça. Je vérifie. Ah là, c'était déjà la question G, ça. Ça, c'est la question G. Et ça, c'est la question H. Donc la valeur de C2, eh bien, on va la choisir en sorte que pour ces fréquences-là, l'impédance de C2 soit négligeable par rapport à l'impédance de R2, c'est-à-dire que C2 pourra être considéré comme infini. Et ça, comment on va l'écrire? Eh bien, l'impédance de C2, si ZC2, c'est module de son impédance, devra être inférieur, alors très inférieur à l'impédance de R2, qui vaut R2 d'ailleurs. Je peux mettre le module, mais en fait, elle est réelle, cette impédance. Et ça, on va traduire, voilà, le module de ZC2 inférieur à R2 divisé par 5. Voilà. Et ça, c'est pour toutes les fréquences comprises entre 20 000 et 20 Hz et 20 000 Hz. Voilà. Alors, ZC2, c'est 1 sur C2P, c'est-à-dire 1 C2 qui multiplie J oméga, c'est-à-dire J fois 2 pi, la fréquence. Voilà. Or, ZC2, module de ZC2 complexe, c'est bien ça. Alors, ça c'est module du numérateur, divisé par module du dénominateur. C'est la super propriété non complexe. Et le dénominateur, c'est un ingénieur pur, donc ça fait 1 sur C2 fois 2πf. Donc qu'est-ce qu'on veut, nous? Donc, il faut que 1 sur C2 fois 2πf soit toujours inférieur à R2 sur 5. Et là, on va essayer, sur cette expression, on va se poser la question de savoir, parmi toutes les fréquences qui sont ici, donc de 20 Hz à 20 000 Hz,
quelle est la fréquence la plus contraignante pour le choix de ces deux. Et là, on va tomber sur quelque chose d'assez simple, c'est qu'en fait, ce terme-là, s'il est plus petit que ça, et R2 est connu, R2 on sait que c'est 10 millions, ça c'est connu. Si c'est plus petit que R2 sur 5, c'est-à-dire que 2000, finalement ça vaut 2000. Pour f égale 20 Hz, ben ça sera encore plus vrai pour les f plus grands que 20 Hz, parce que plus f sera grand, comme c'est un dénominateur, plus ce terme sera petit. Par exemple, si c'est inférieur à 2000 ohms déjà pour 20 Hz, ben pour 200 Hz, ça sera inférieur à 200 ohms, encore plus petit, etc., etc. Donc en fait, comme ça, on voit que la fréquence qui va être dimensionnante pour le condensateur C2, eh bien, c'est la plus basse des fréquences qu'on veut transmettre, c'est le 20 Hz. Voilà. Et si cette condition est vérifiée pour le 20 Hz, elle le sera d'autant plus pour le 20 000 Hz et toutes les fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est pour ça que maintenant, je vais remplacer la fréquence qui est ici par du 20 Hz. 1 sur C2, sur 2 pi fois 20. J'aurais pu mettre FCB aussi, si j'avais voulu garder des lettres. Voilà, doit être inférieur à R2 sur 5, c'est-à-dire 2000. Voilà, c'est des ohms, c'est une impédance. Donc voilà, on a une équation dans laquelle la seule inconnue, c'est C2. Donc il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, comment on résout ça? Je passe le C2 de ce côté, j'ai le droit de multiplier par C2 de chaque côté, donc ça fait 1 sur 2 pi fois 1, inférieur à 2000 fois C2, et puis ensuite je vais diviser par 2000 de chaque côté, et ça me fait 1 sur 2 pi fois 20 fois 2000, inférieur à C2, donc je vais retourner puisque mon idée c'était d'obtenir, donc je veux que C2 soit plus grand que ça. 1 sur 2 pi fois 20 fois 2000. Voilà. Alors on va calculer C2, je ne vais pas calculer, donc on va le faire à la machine. Alors 2 fois pi fois 20 fois 2000. Je prends l'inverse. Donc ça fait ici un C2 supérieur à 3,97 microfarad. On aurait pu arrondir, on va arrondir, c'est un peu idiot d'écrire ça, supérieur à 4 microfarad. Voilà, et donc supérieur ou égal, on s'en moque un peu où on est. Et de toute façon, la valeur normalisée qui existe, c'est 4,7 microfarad, donc on prendrait ici un condensateur de 4,7 microfarad. Voilà comment on choisit la valeur de C2. Alors, est-ce que j'ai rempli les trucs? Donc, C2, 4,7 microfarad. Voilà. Ici, on avait dit, si on respecte les cahiers des charges, c'est 100 nanofarad. Voilà. Mais effectivement, avec 100 nanofarad, on va passer des très basses fréquences. Alors, très basse fréquence, c'est un peu comme le continu, c'est pas très bon dans les haut-parleurs, à moins que votre haut-parleur, ce soit un super caisson de basse avec un haut-parleur qui est vraiment prévu pour sortir des extrêmes graves, mais je vous dis c'est extrêmement rare. 20 Hz, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sonos qui sont capables de descendre en dessous, enfin de produire des sons à 20 Hz. Bon. Allez, qu'est-ce qui reste comme question dans cet ampli? Petit i, en supposant que Vsat+, c'est la tension de saturation de l'ampli, soit de plus 17 volts, et Vsat- tension de saturation négative de moins 17, calculer la puissance instantanée maximale que peut fournir l'amplificateur au haut-parleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension ici, en sortie, au maximum, elle peut se rapprocher des tensions d'alimentation, mais pas trop, et au maximum, elle peut aller à plus 17, et au minimum, moins 17. Voilà. Bien, du coup, la puissance maximale qu'on pourra fournir au haut-parleur, c'est quand il y aura 17 volts, V sera égal à 17 volts. Alors, on va appeler ça la puissance crête, on met un petit chapeau comme ça, max. Et bien, ça sera donc ces 17 volts au carré, on va écrire Vs max, Vs max avant saturation sur au carré, divisé par la résistance du haut-parleur, puisque cette tension va être appliquée au banc du haut-parleur, qui fait 8 ohms, alors voilà, bon c'est comme c'est ça. Et donc ça nous fait 17 au carré sur 8,
quand on met ça dans la machine, ça fait à peu près du 36 watts. Voilà. Petit j. Calculez maintenant la puissance efficace maximale que peut délivrer l'amplificateur en régime sinusoïdal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, régime sinusoïdal, la tension qu'on va mettre au bord du haut-parleur, ça va être une sinusoïde. Et si on veut ne pas buter dans les tensions de saturation, ne pas saturer l'ampli, eh bien il faut que la valeur crête de cette sinusoïde soit inférieure à ou égale à 17 volts. Donc en fait, le V2T maxi, qu'on pourra sortir en régime sinusoïdal sans saturation, il sera de la forme 17 volts crête, qui multiplie cosinus oméga t, voilà, oméga t, peu importe. Plus phi, si vous voulez, on peut avoir des phasages, de toute façon ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la sinusoïde maximale a cette valeur crête, eh bien la valeur efficace maxi de la sinusoïde, eh bien ça sera cette valeur crête divisée par racine de 2. Voilà. Et quand on fait les 17 volts crête divisé par racine de 2, on obtient à peu près 12 volts. 12 volts, alors je vais mettre pour dire que c'est valeur, on a 12 volts efficaces. Et du coup, la puissance maximale que pourra fournir l'ampli au haut-parleur en régime sinusoïdal, le P maxi, voilà, et bien ça sera en fait la valeur efficace de cette tension de 12 volts divisé par 8 ohms. Et là, quand on fait le calcul, eh bien ça fait la moitié, c'est-à-dire voilà, ça fait seulement 10 watts. Alors cet amplificateur, là, ça pose un petit problème, c'est finalement, si on doit le vendre, mettre dans un catalogue, est-ce qu'on doit dire que c'est un amplificateur qui est capable de fournir 18 watts? Donc ça, je rappelle, c'est la puissance moyenne en régime sinusoïdal. Ou est-ce qu'on doit dire que c'est un amplificateur qui peut fournir 36 watts sur la crête de la sinusoïde, par exemple? Mais c'est pas la même chose de dire je prends un amplificateur 18 watts ou un 36 watts. Eh bien, figurez-vous que selon les constructeurs et selon leur habitude et leur sérieux, eh bien, il y a des constructeurs qui vont dire que cet ampli, c'est un ampli de 18 watts. Par contre, il dira que ça, il va appeler ça des watts RMS. Mais souvent, les gens ne le savent pas. RMS, c'est root mean square, ça veut dire watt efficace, en fait. Hein. Ça correspond à la puissance efficace ici. Puissance efficace maximale. Et certains constructeurs, eh bien, le même ampli, ils vont le vendre en 30, ils vont dire que c'est un 36 watts. D'autres constructeurs, voilà. Et ça, en fait, dans le monde des amplis, on appelle ça les watts musicaux. Voilà. Eh bien, il faut faire attention, donc, quand vous achetez un amplificateur, de savoir si on vous vend des watts musicaux ou des watts RMS, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Si vous voulez les comparer les prix, notamment, il faut comparer les watts ensemble. Enfin, des watts musicaux avec des watts musicaux, ou des watts RMS avec des watts RMS. Voilà. Par exemple, les puissances d'autoradio, c'est toujours indiqué en watts musicaux. Voilà. Et les amplis de sono, c'est plutôt en RMS, et les amplis hi-fi, ça peut être sur l'un sur l'autre. Voilà. Allez, petit cas, calculer le courant crête maximal que doit pouvoir débiter l'amplificateur. Donc ça, c'est le courant crête ici, là, avec les US. C'est la question K. S crête égale, eh bien ça va être la tension max de VS, c'est-à-dire 17 volts, divisé par l'impédance du haut-parleur qui fait 8 ohms. Allez, 17 volts divisé par 8 ohms. Et ça fait 2,12 ampères. Voilà, ça veut dire que l'ampli ici va être capable de débiter au maximum 2,12 ampères. Je ne comptabilise pas le courant qui passe ici, parce qu'ici il ne passe même pas des milliampères, c'est complètement négligeable, ce qui est dans le réseau de contre-réaction. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que le TM081 est capable de débiter ce courant-là? Donc le TM081, c'est votre ampère que vous avez en TP, et son I4 max seulement de, je crois que c'est 40 mA. On ira voir dans les docs. Hein. Donc 40 mA, c'est totalement impossible pour ce composant de sortir autant d'ampères de puissance. Hein. Et donc, parce que en fait, cet amplificateur opérationnel, c'est pas un amplificateur opérationnel de puissance, il n'est pas du tout fait pour ça en fait. Et donc, si on voulait pouvoir sortir autant de puissance, il faudrait changer d'amplificateur opérationnel.
et il faudra le remplacer par exemple, donc, hein, on ira peut-être voir la note ici, qui s'appelle le L165. Voilà, et ça c'est un amplificateur opérationnel qui est capable d'éviter jusqu'à 3 ampères sur sa sortie par exemple. Voilà. Donc il est capable de fournir de la puissance. Par contre la contrepartie c'est que au lieu que ça soit un tout petit boîtier, ça va être un boîtier un peu plus gros. Et surtout, si on lui fait sortir beaucoup de puissance, ce boîtier, eh bien, il faudra lui mettre un dissipateur thermique, c'est-à-dire un petit radiateur qui va lui permettre d'évacuer sa chaleur, parce que sinon il va chauffer de trop, il va se détruire. Donc quand on fait des amplis de puissance, ensuite il y a toute une partie de dimensionnement des dissipateurs thermiques ou des radiateurs hein, qu'on doit mettre sur l'enveloppe de puissance qui fournit le courant de sortie, voilà, ou des fois même directement sur les transistors qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe ici. Parce que les transistors sortis de l'enveloppe, c'est eux qui vont chauffer. Voilà. Bon, et bien on a terminé cet exercice, on a fait quand même la conception complète de cet amplificateur. J'espère que vous avez bien compris le rôle de ces deux. J'espère que vous avez bien compris pourquoi on a un filtre passe-haut en entrée des amplis audio. Hein, notamment pourquoi la composante continue est indésirable au bord des haut-parleurs. Voilà. Et puis voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais peut-être enchaîner s'il y a le temps, avec une petite lecture dirigée justement de la documentation du TL080 et pourquoi pas du L165. Ça vous verrez un petit peu, pour voir un peu ce qu'il y a dedans, notamment voir le courant ici limité, puis les fameuses tensions d'offset, le produit diamant passante et tout un tas de choses qui sont indiquées dans ces documentations. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.